Si vous saviez comme j'ai hâte. Liberté! Nique ta mère! Salut les amis, Bascar pour Hypnomachie. Il pleut, mais je vous fais une vidéo quand même. Alors, aujourd'hui on va parler de liberté. Parce que dans les commentaires de ma dernière vidéo sur le mariage, j'ai quelqu'un qui m'a demandé quelle était la place que je donnais à la liberté dans mon discours. Alors j'ai été surpris d'abord de ce commentaire parce que tout mon propos ne mentionnait quasiment pas la notion de liberté. Enfin je l'ai peut-être mentionné mais c'était anecdotique, ça n'était pas une pierre angulaire de la thèse présentée et des arguments présentés. Et puis je me suis dit que ce sujet revenait de façon tellement sempiternelle dans les différentes discussions plus ou moins philosophiques que je me suis rendu compte que nous n'en avions pas encore réellement parlé dans Hypnomachie, ou alors nous en avions parlé de manière extrêmement indirecte. Il faut dire que les réflexions du siècle sur la liberté sont en général d'une indigence rare, puisque très souvent majoritairement plafonnées en rationnel. Bref, cet auditeur me disait que pourtant, a priori, la science avait démontré l'inexistence du libre arbitre et par extension de la liberté. Alors, il avait la décence d'utiliser un a priori, ce qui indiquait une certaine prise de recul quant aux notions épistémiques, c'est tout à son honneur. Sauf que je lui ai rappelé simplement que non, la science ne démontrait jamais l'inexistence de quoi que ce soit. C'est la fameuse phrase de Laborie quand il dit justement « il n'est pas scientifique de nier quoi que ce soit ». Ça, c'est le drame du siècle et du rationnel plafonné que de faire cette confusion tout fier, prisonnier dans une espèce de narcose narcissique devant l'outil de la rationalité quelque part. On se dit « ah, formidable, je suis enfin libéré des mythes et de la pensée des sauvages. Maintenant, j'ai un nouvel heuristique qui marche bien, formidable. » Bon, je ne reviens pas là-dessus, j'ai déjà allègrement développé ces thèses sur la chaîne. Je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente de la notion de locus interne et de locus externe, ce sont les notions qui proviennent de la psychologie et qui désignent donc les grandes capacités qu'ont un individu à considérer que ce qui lui arrive dépend de lui-même ou dépend de l'environnement. Notez que cette notion est à rapprocher de certaines formes de métaprogrammes, c'est-à-dire qu'elle est contextuelle. On peut tout à fait être dans un locus interne dans son couple par exemple, et dans un locus externe dans son travail. En fait, le drame que je perçois le plus dans cette histoire de liberté, est-ce que nous avons un libre arbitre ou une liberté, c'est l'usage récurrent de vieilles références. Et oui, là, quand je dis vieilles références avec cette connotation de vieilles références, c'est-à-dire de trucs poussiéreux. Je vois que le sujet est la plupart du temps abordé via une espèce de dialectique hegelienne, alors qu'on a aujourd'hui des outils trialectiques transrationnels qui permettent de penser la chose avec beaucoup plus de finesse. On est encore dans Kant, on est encore dans Descartes, on est encore dans des penseurs qui datent de plusieurs siècles, les cocos. Et vous savez quoi? La recherche humaine sur le sujet a fait d'énormes progrès. Alors, à mon avis, le b.a.-ba, ce serait au moins de s'inspirer plutôt d'auteurs plus contemporains, d'auteurs qui d'ailleurs eux-mêmes ont lu Descartes, ont lu Kant, ont lu Hegel, et ont apporté leur petite pierre d'achoppement par-dessus. Ça me semble être le minimum. Mais je suis toujours étonné de voir qu'on est toujours bloqué, notamment en Occident, dans ce dualisme cartésien, dans cette approche dialectique, mais parce qu'on retrouve là le plafond cognitif de l'époque, qui plafonne en rationnel et qui n'arrive pas à ouvrir les portes de la transrationnalité. Alors, évidemment, il y a plein de gens qui y arrivent très bien. Et c'est notamment tous ces auteurs-là sur lesquels il me semble un peu plus intéressant de s'appuyer pour aller plus loin. Je pense à des gens comme Henri Laborie, à des gens comme Kuhn, à des gens comme Wittgenstein, à des gens comme Korzybski, etc., que j'ai déjà allègrement cités dans ces vidéos. Et au passage, c'est extrêmement intéressant de voir cette sélection des auteurs par niveau de réalité. Parce que par définition, si vous voulez avoir une pensée complexe, il va falloir commencer par lire des auteurs complexes. Et il y a comme une sélection en amont. C'est comme si on encourageait en fait les chamans culturels de notre socioculture, que ne sont pas Henri Laborie, Wittgenstein ou Kuhn, mais que sont sans problème Aristote, Descartes, Platon, etc. Saint Thomas d'Aquin, bon. Et
c'est là où on se pose la question de non attends, pourquoi est-ce que je lis? Pourquoi est-ce que je fais des recherches? Est-ce que c'est simplement pour être à la pointe de ce qui se fait, ou est-ce que c'est pour avoir le socle commun qui me permet de m'intégrer dans la socioculture? Là, l'intelligence est un handicap. La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis-Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants. Tu vas me parler des philosophes? Pire, Heidegger était nazi. Jean-Paul Sartre était stalinien. À la fin de sa vie, il chantait les louanges de Pol Pot. Althusser a étranglé sa femme. Aussi lamentable que les politiciens. George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump. 63 millions d'Américains ont voté pour lui. C'est sûr, les imbéciles adorent les crétins. Donc il n'y a que des imbéciles partout, c'est ça? Non, non, il y a des gens très intelligents. Surtout des hommes, j'imagine? Non, autant de femmes que d'hommes. OK, puis ils sont où, ces gens-là? Isolés, au bord de la mer, dans les montagnes, des fois dans des appartements en ville, dans des monastères, dans des laboratoires. Tu liras jamais leur nom dans un journal, tu les verras jamais à la télé. Ils écrivent pas de blog, ils n'ont pas de page Facebook. Et c'est là où on retrouve les pulsions grégaires, quelque part. Et c'est extrêmement intéressant parce que n'importe quelle personne qui a fait une carrière universitaire sait qu'à un moment donné, il a un choix à faire entre citer les gens qui vont bien et qui vont lui assurer une forme de conformité sociale et rechercher la vérité avec un V majuscule, quitte à briser les tabous et les nexus et à se faire détester par le corps social. Alors évidemment, l'individu pas trop idiot essaye de faire les deux en même temps, mais il y a plus d'un moment où il faut choisir ou pas, vous me direz. Donc si l'on sort des impérities de la logique dialectique hegelienne et que l'on contourne donc l'incurie généralisée des gens qui traitent cette question, on en arrive très très vite à une approche transrationnelle qui dit en substance quelque chose d'extrêmement simple. La question c'est est-ce que je suis libre ou pas? Mais il n'y a pas de jeu, les amis. Comprenez bien que toute cette question, toute cette prise de tête n'est que, comme dirait Wittgenstein, une question mal posée et que je n'est pas un fait mais un modèle. Donc à partir du moment où je n'est pas un fait mais un modèle, il est complètement vain d'essayer de savoir dans l'hypothèse d'un réel totalement distinct de l'observateur, qui n'a aucun lien avec l'observateur, est-ce que je suis libre dans l'absolu ou pas? Ça n'a aucun sens. Aucun. Donc à partir de là, on va présupposer un jeu, mais on peut le présupposer avec de la liberté ou on peut le présupposer sans liberté. En fait, on fait ce qu'on veut puisque c'est nous qui sommes le créateur des modèles que nous utilisons. C'est là où vous comprenez bien que cette question n'a absolument aucun sens en tant que telle, puisque vraiment bâtie sur cette illusion d'un réel séparé, qui est la tâche aveugle de l'approche rationnelle plafonnée, littéralement. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le rationnel est une mauvaise chose, je ne m'exprime pas dans un spectre, dans un thémata bon ou mauvais, je dis simplement que, comme disait justement Oscar Wilde, l'éducation est une chose admirable, mais il est bon de se souvenir de temps en temps que rien de ce qui est digne d'être connu ne peut s'enseigner. Et ça, c'est vraiment, là encore, une autre tâche aveugle de l'approche rationnelle plafonnée. Et sur des questions aussi importantes que la liberté, et d'une manière générale sur toutes les questions vraiment importantes que vous pouvez vous poser sur la vie, le sens de la vie, la mort, l'écoulement du temps, la relation à l'autre, l'identité, enfin sur toutes ces questions essentielles dans la vie d'un être humain, je vous invite au minimum à les aborder de manière transrationnelle, à moins que vous ne vous satisfaisiez de pseudo-réponses d'une indigence incroyable. Pour terminer cette courte vidéo bonus sur le thème de la liberté, je vous laisse avec ce petit joyau d'Ibn Arabi. Tout ce qui est autre que Dieu est fabriqué. Absolument personne n'adore Dieu tel quel en lui-même. Il n'est adoré qu'en tant qu'il est fabriqué par l'adorateur. Comprends donc ce secret car il est extrêmement subtil.
Voilà, et ben si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, petit pouce vers le haut comme d'habitude. On active la cloche, en tout cas si on a envie d'être prévenu des nouvelles vidéos qui sortent, mais c'est le principal intérêt de l'abonnement à un moment donné. Merci aux tipeurs de leur soutien indéflectible et on peut se retrouver comme d'habitude sur la page Facebook Hypnomachie. Salut Internet!